compagnons, camarades, citoyennes, citoyens, françaises, français et les autres. Bienvenue dans ce premier numéro de Enquête de politique. Tous les samedis, nous allons explorer la genèse, les racines d'une idée, d'un phénomène politique, les idées d'aujourd'hui, celles qui apparaissent et vont structurer notre monde, sur lesquelles il faudra débattre et peut-être même se battre. Eh bien, les idées viennent de loin, prennent leur source dans le passé de nos démocraties, dans les rêves fous des utopistes, les colères populaires, l'intérêt des puissants, les croyances, les espérances, les expériences sociales, les guerres, les révolutions, les crises économiques et maintenant climatiques, les folies collectives, la raison de quelques-uns, ou plus souvent l'inverse, parce que nous sommes un peu perdus, que la désaffiliation et l'abstention sont majoritaires dans Enquête de politique, eh bien nous explorerons un isthme, une idée, un mouvement et son histoire, son poids dans nos consciences, son écho aujourd'hui et sa marque sur les débats qui nous agitent. France Inter, Enquête de politique. Thomas Legrand. Je suis attaché à la laïcité. Voilà, par conséquent, je défends la laïcité. Et pour commencer cette saison d'enquête de politique, je vous propose d'évoquer le PSF, le Parti social français, ancêtre du Rassemblement national de Marine Le Pen, et le colonel Delarocque, l'inventeur de la dédiabolisation. Ceux qui ont tout manqué, ceux qui ne se sont pas montrés capables d'agir, ceux qui ayant vu le mal s'en sont accommodés, quitte à pleurnicher ou à maudire dans les salons ou les arrière-boutiques, ceux-là nous ont qualifiés de démagogues. Le PSF, Parti social français, tout le monde ou presque a oublié ce mouvement politique, comme si chacun, ses anciens membres, leurs descendants, ceux qui s'y opposaient, avaient volontairement enfoui cette organisation sous l'épais tapis de l'histoire. C'est un mystère, ou peut-être pas tant que ça, parce que finalement, l'histoire du PSF, parti nationaliste et cocardier, est ambiguë, difficilement classable et, vous allez le voir, embarrassante pour tout le monde. Le PSF fut un parti politique de masse, sans doute le plus important en nombre d'adhérents de toute l'histoire démocratique française, plus d'1 million de membres, même si ces adhésions n'étaient pas toujours synonymes de militance active. Une durée de vie en revanche éclair, de 1936 à 1939, son chef, le colonel Delarocque, résistant et pétainiste à la fois, finira ses jours aux arrêts juste après la guerre. Il est largement acquis de l'avis de l'ensemble des historiens, qui se déchirent sur le PSF d'ailleurs, par ailleurs, et nous allons y revenir. Il est acquis que ce parti aurait gagné les élections législatives régulières prévues en 1940, et que donc le colonel Delarocque, si la guerre n'avait pas été déclarée, eh bien le colonel Delarocque aurait été à la tête de l'exécutif. Les élections de 40 n'ont bien sûr pas pu voir le jour, n'ont pas eu lieu, du fait du sabordage de la Troisième République avec l'avènement du maréchal Pétain. Mais un retour sur la courte vie, l'idéologie de ce parti d'extrême droite s'avère riche en enseignements pour mieux déchiffrer ce qui se passe aujourd'hui en France, à droite et à l'extrême droite. La nature du discours et de la pensée du colonel Delarocque, la stratégie, la dédiabolisation donc, font écho évidemment au lepénisme version Jean-Marie sur certains aspects et version Marine sur d'autres. En évoquant le PSF, on se rend compte à quel point la politique française est irriguée par des fleuves souterrains qui viennent de loin. Alors tout commence par les Croix de Feu, cette association d'anciens combattants créée par l'élite des décorés de la Grande Guerre, par ceux qui se prétendaient les héros des tranchées. Les Croix de Feu deviendront en 1936 le Parti social français, mais restons d'abord, pour bien comprendre le contexte de l'époque, sur cette ligue de vétérans de 14-18 très patriotarde. Son emblème, une croix de guerre avec une tête de mort. Alors, c'est déjà inquiétant, ça peut faire penser à l'imagerie fasciste de l'entre-deux-guerres, mais c'est plus compliqué que ça. Alors j'ai d'abord interrogé Jean-Paul Thomas, professeur honoraire d'histoire, et qui a écrit plusieurs ouvrages sur le colonel Delarocque, plutôt en défense des Croix de Feu et par la suite du PSF. En défense, ça veut dire que Jean-Paul Thomas considère, et avec lui une bonne partie des historiens académiques, spécialistes de cette époque, qu'il ne faut pas réduire Delarocque à un simple factieux, comme il s'en déployait tant en Europe dans l'entre-deux-guerres. Jean-Paul Thomas. Il y a donc les Croix de Feu, une association d'anciens combattants à l'origine décorés. Les Croix de Feu, c'est la croix de guerre. Alors, la fameuse tête de mort prise comme symbole fasciste, ça n'a rien à voir. C'est le souvenir, mais épouvantable. Il faut savoir ce que ça a été. 1 400 000 morts et toujours vos copains réduits à l'état de bouillie à côté de vous.
En même temps, c'est vrai qu'à l'origine, elle était menée par quelques personnages qui étaient un peu du genre bravache, totalement oubliés, et que Larroque n'en était pas à l'origine. Elle est créée en 1927, époque où Larroque prend sa retraite de l'armée, avec le grade de lieutenant-colonel. Alors il est proche à la fois du maréchal Foch et aussi de Lyautey. Et s'il rentre au Croix-de-Feu, c'est en mission, littéralement. Et on le voit particulièrement l'inspiration morale dans les archives de Lyautey. Il y va pour en faire autre chose qu'une association d'anciens combattants un peu bravaches. Et d'ailleurs, on l'ouvre aux combattants des premières lignes. Ça s'appelle dorénavant l'association des Croix-de-Feu et Briscard. Le Briscard, c'est celui qui a la brisque sur l'uniforme qui indique qu'il a servi 6 mois au front. Donc, c'est de là que vient le mot un vieux Briscard, alors. Exactement. Alors, la mission, elle est politique ? Elle est morale, d'abord patriotique, et ensuite morale. Tous ces gens-là sont profondément imprégnés du catholicisme social. Dans la tranchée, les combattants ont découvert la fraternité humaine, tout simplement. Et chez Larroque, il y a cette dimension quand même qui est très personnelle, non seulement il vient d'une famille catholique sociale, traditionnaliste, qui a été monarchiste, mais qui ça n'engage plus. En 1945, il disait à ses proches, mais si je n'avais pas été militaire, j'aurais été missionnaire. J'adresse ces quelques mots à mes camarades. Je leur demande d'ajouter à notre Marseillaise immortelle le chant des Croix-de-Feu et des volontaires nationaux. Ce chant est étranger à toute musique vulgaire, à toute rengaine triviale. La ligne mélodique si pure, si simple et si profondément sincère de cet hymne à l'espoir, à la joie, à l'honneur, est soutenue, étoffée par une orchestration brillante dont la technique impeccable est au service de l'art le plus raffiné. L'école musicale moderne française est la première du monde. Les autres pays ne discutent même pas cette évidence. Les auteurs de notre hymne ont consacré leur vie au devoir civique et à la beauté. Tous trois étaient désignés pour être les bardes sublimes et ardents de notre nouvelle chanson de geste. Car le geste Croix-de-Feu ramènera la France à sa tradition, l'entraînera vers le progrès humain, la restituera vivante et rajeunie au peuple de chez nous. Celui-ci, qu'on ne saurait niveler vers le bas sans le jeter dans la décadence, ne retrouvera l'expression de son génie que par un effort constant. Nous voulons la France française. Le ciel est bleu, l'air embrasé par l'aurore des délivrances. Bon, je vais pas vous infliger plus longtemps cet hymne si bien présenté, vous l'avez entendu, ce chant étranger à toute musique vulgaire et à toute rengaine triviale par le colonel de Larroque lui-même. Il nous faut entendre maintenant un autre son de cloche s'agissant des Croix-de-Feu et du colonel de Larroque. Contrairement à Jean-Paul Thomas, mais aussi à Michel Vinocq ou à Serge Bernstein, les meilleurs connaisseurs de l'histoire de cette époque, l'historien israélien Zev Sternel postule que l'ancien combattant était une graine de dictateur et que donc, même sans la guerre, la France aurait, sans doute, comme ses voisins allemands, italiens, espagnols, basculé dans le fascisme en 40. Dans les années 90-2000, une très sévère querelle d'experts s'est déroulée. Il y a même eu des procès. Et j'ai été voir Didier Lesky, haut fonctionnaire, mais aussi grand spécialiste de l'histoire de la République. Et il a coécrit avec Zev Sternel un ouvrage au titre explicite « L'histoire refoulée, le colonel de Larroque et le fascisme français ». Voici sa vision des Croix-de-Feu. Les Croix-de-Feu, c'est d'abord une association qui se veut l'élite du front qui a survécu et qui est en droit, suivant le mot qu'ils peuvent employer, qui est en droit d'avoir des droits sur nous, c'est-à-dire les morts ont des droits sur nous et nous avons des droits sur l'ensemble de la société pour l'amener au mieux. Et c'est un courant qui, dès le départ, est très anti-parlementaire, avec cette idée que participer de la compétition électorale, c'est déjà se souiller un peu, et même beaucoup, puisque le colonel de Larroque, jusqu'au bout, même quand il va passer des Croix-de-Feu au Parti social français, va continuer à dire que lui s'est toujours tenu en réserve du marigot parlementaire. Il ira même très loin, puisqu'il reprochera à Vichy
d'être une sorte de ramassis des anciens parlementaires qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain et qui entourent Pétain. Et donc, les Croix de Feu, c'est l'élite du front qui va en même temps organiser une sorte de service d'ordre, des démonstrations de force avec cette idée qu'ils sont les gardiens de l'ordre et de l'ordre contre la révolution sociale qui est possible et d'abord contre les communistes. Donc, on fait des rassemblements motorisés comme on a organisé la bataille de la Marne avec les taxis. Donc, d'un coup, on dit, voilà, je peux emmener 6 000 personnes, 8 000 personnes à tel endroit grâce à la mécanique qui est la mienne, c'est-à-dire les autos. Dire c'est un fasciste ou pas, ça renvoie toujours à l'idée de la marque, si vous voulez. Il faut bien comprendre que dans la compétition entre nationalistes, reprendre des étiquettes qui apparaissent comme liées à l'étranger, c'est se dévaloriser un peu. Voilà, et donc les jeunesses patriotes ne disent pas je suis fasciste, mais indéniablement, il y a cette même volonté d'ordre. La référence explicite que prendra Larocque dans la constellation des fascismes, et c'est lié à son identité personnelle, et puisqu'il était très chrétien, c'est Salazar. Voilà, avec l'idée de la corporation, le Portugal, c'est-à-dire le fascisme portugais. Parce que dès le départ, ce mouvement qu'il va prendre en main, il le structure avec une présentation de soi, comme on dit, du mouvement, qui est la reprise en situation de paix civile, de formation, qui ont structuré la mentalité des combattants de la guerre de 14-18. France Inter, Thomas Legrand. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h dans ce premier numéro d'Enquête de politique et l'on évoque le colonel de Larocque, le précurseur de l'autodédiabolisation d'extrême droite. Alors bien sûr, les Croix de Feu participent à la nuit d'insurrection des ligues antiparlementaires le 6 février 1934 qui ont bien failli renverser la République. Vers 19h, des coups de feu à l'origine incertaine éclatent. La manifestation se transforme en émeute. Au premier rang des émeutiers se distinguent les militants de Solidarité française venus des grands boulevards. Ils tentent de forcer le barrage sur le pont, mais se replient sous les coups de feu des forces de l'ordre. Des conduites de gaz sont arrachées. Un incendie est allumé au ministère de la Marine. Et pendant ce temps, sur la place de la Concorde, les affrontements continuent de plus belle. En début de soirée, une cinquantaine de conseillers municipaux de droite, escortés par les jeunesses patriotes, est arrivée à la Chambre au cri de démission. Dans l'hémicycle, de violentes bagarres opposent députés de droite et de gauche. Sur la rive gauche, les Croix de Feu du colonel de Larocque qui ont refusé de se mêler aux autres manifestants se dispersent, tandis que les violences redoublent jusqu'à 2h30 du matin. Alors vous l'avez entendu, les Croix de Feu se sont dispersés sur ordre de leur chef et n'ont pas participé aux violences. N'est-ce pas la preuve que le colonel de Larocque n'est pas un factieux, juste un républicain un peu autoritaire, qui justement, par sa retenue, ce 6 février 34, aurait même sauvé la République. Les vrais fascistes des ligues de Bucard ou de Tétinger et les royalistes de l'Action française de Maurras fustigent le colonel de Larocque, qui se serait dégonflé, qui ne serait plus un Croix de Feu, mais une froide queue, disent-ils, par cette très fine contrepétrie. Alors, de Larocque, démocrate réactionnaire ou dictateur qui se dégonfle, eh bien, encore une fois, c'est plus compliqué que ça. Didier Lesky. À partir de 1935, la force des Croix de Feu fait peur à la gauche. Et il va devenir l'image de ce qu'il y a de plus dangereux pour le mouvement ouvrier, parce qu'il en a fait la démonstration le 6 février 1934, en étant le mouvement de rue, avec une organisation quasi militaire qui va l'amener à entourer complètement le ministère de l'Intérieur avant le 6 février, la veille, et puis le 6 février à s'approcher au plus près de la Chambre des députés, c'est-à-dire rue de Bourgogne. Il n'ira pas jusqu'au bout. Pourtant, on dit que le 6 février 34, les ligues étaient très agressives, mais que les Croix de Feu n'ont pas été jusqu'au bout, et c'est grâce aux Croix de Feu, certains disent ça, que finalement, ça n'a pas créé une révolution. Alors, est-ce que c'est grâce aux Croix de Feu qu'il n'y a pas eu de coup d'État qui est allé au bout ? Moi, je ne crois pas à cela. C'est une critique qui va être utilisée par ceux qui veulent réhabiliter le colonel de Larocque, et c'est une critique aussi qui va être utilisée par l'Action française qui dit il y avait une occasion incroyable et vous ne l'avez pas saisie. Mais le colonel de Larocque a une explication très nette. Il dit en 1934 je ne suis pas prêt. Voilà, et ce n'est pas moi qui ai initié le mouvement. C'est-à-dire qu'il est fondamentalement un militaire, c'est un militaire de carrière, et donc il veut choisir le moment de la bataille. Et il dit, si je m'étais entraîné
à aller jusqu'au bout le 6 février 34, alors que je ne suis pas à l'initiative de l'affrontement, eh bien, au fond, je n'étais pas prêt, je n'aurais pas été prêt. Et donc, l'Action française va lui dire, oui, mais tu ne saisis pas le kéros. Il n'a pas eu ce côté de saisir l'événement. Et du reste, l'occasion ne reviendra jamais, c'est ce que vont lui reprocher les autres nationalistes, en disant, nous avions une occasion en or, vous aviez la force la plus structurée, et vous ne l'avez pas utilisée. Mais lui, ça lui permet de dire, vous voyez, je ne suis pas un factieux. Ceux qui le défendent qui disent ça. Ceux qui défendent disent ça. Mais lui, par exemple, il va organiser tous les 6 février, à partir de 1935, des rassemblements devant les monuments aux morts, en disant, voilà, il faut qu'on fasse une minute de silence pour les morts du 6 février. Le 6 février va faire partie de la mythologie du mouvement, avec cette idée que nous étions les plus forts et les plus sérieux. Fondamentalement, c'est un mouvement qui se veut sérieux. Et ce sérieux, il fait peur à la gauche parce que on est après 1933, c'est-à-dire après l'écrasement du mouvement ouvrier allemand, on est après l'écrasement du mouvement ouvrier en Italie, et donc le gouvernement de Front Populaire va dissoudre ce qu'on appelle les ligues, les Croix de Feu en sont une, et de cette dissolution, le colonel de Larocque va transformer ces Croix de Feu en parti social français, avec cette idée que l'esprit Croix de Feu doit continuer, mais comme il dit, une nouvelle forme nous est imposée, qui ne doit pas oblitérer ce qui est fondamentalement notre projet, un projet qui est de ne pas être dans le continuum de la République parlementaire. Donc nous y voilà, la Ligue des Croix de Feu est dissoute par le Front Populaire en 1936 et le colonel de Larocque s'adapte et crée un parti politique, le Parti social français. Les réformes du Front Populaire inquiètent au plus haut point une partie de la droite. Les ligues ont été dissoutes après le 6 février 1934, mais les Croix de Feu du colonel de Larocque se reconstituent en Parti social français, PSF. La France ne construira rien sinon sous la protection d'un ordre préliminaire à base de moralité. Cette action préside à l'œuvre Croix de Feu. Le bolchevisme de Moscou nous conduirait à l'anarchie, au carnage, à la mort. Alors là, il faut s'intéresser maintenant au projet politique du Parti social français. Voilà ce qu'en dit le colonel de Larocque. Congés payés, minimum de salaire, profession organisée, respect des formes de gouvernement adoptées par l'étranger, mais volonté de rétablir chez nous un ordre vraiment contemporain, respectueux de la tradition, protecteur de l'individualisme gaulois, à la fois flexible et ferme comme le génie même de notre race, utilisation de ce qui existe, syndicats, associations professionnelles, régime républicain. Les uns traitèrent cela d'utopie, les autres d'anticipation folle. Le programme de Larocque est en réalité un fourre-tout. Son objectif politique est l'anticommunisme, un certain catholicisme social et conservateur, et vous l'avez entendu, un ordre moderne qui reste mal défini. Conservateur pour un ordre moderne, première tentative de ratisser très large. De Larocque est aussi favorable aux congés payés, mais fustige la société de l'oisiveté et la fin du sens de l'effort. Il est pour le maintien des syndicats, dépolitisés quand même, seulement, comme Pétain plus tard, il est aussi favorable à l'organisation économique par des corporations de métiers, ce qui est contradictoire avec le maintien des syndicats. Sa devise est déjà travail, famille, patrie. Et oui, c'est lui l'inventeur de ce triptyque. Et il se dit républicain. Il n'en bannit pas moins en réalité les idées des Lumières, parle de l'individualisme gaulois et promeut les valeurs chrétiennes. Voici d'ailleurs un extrait de son testament politique qu'il a écrit en 1944, lu par le comédien François Chaumette pour France Culture. Mon dessein a été de remettre en honneur les principes de notre civilisation fondamentale française, les principes chrétiens. Parce que je voyais mon pays en plein déraillement et parce que je voulais le remettre sur ses rails. J'ajoute, si l'on entend par cléricalisme la tendance à faire intervenir la religion et le clergé dans les affaires publiques, alors je suis formellement anticlérical. Mais le retour de la France aux règles et préceptes de la chrétienté est une question de mort ou de vie, d'immobilisation et de déchéance ou de requalification pour prendre la tête de tous les progrès humains, la France, puissance. Cette idée de l'union des Français qui retrouverait l'esprit des tranchées et oublierait leur querelle politique, c'est ce que voulait incarner le colonel de Larocque.
À vous, chers disparus, ce soir aussi vous aviez vu ce vieux pays des lumières choir est tombé sur le cul, comme une tête couronnée sous les colibés crus. Quand le ciel tombe sur la tête, on est toujours pieds nus. À ceux-là qui n'ont rien vu au travers le cyclone, aux esprits beaux 100 fois vaincus de siècles avant les drones, je vous souhaite un masque de fer et de bons casques audio, pour que de cette indignité vous n'ayez pas d'écho. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. À vous les héros de 15 ans à peine, tombés à l'aube qui la veille écrivait vos adieux ivres de vin sobre. Prenez une pina colada en compagnie de celle dont vous vous êtes privé pour un lopin, une parcelle. À vous les pathologiques menteurs professionnels qui ne savent même pas quel est le bouton pour qu'on freine. Vous ignorez toute de la matière que vous remuez, mais quand ça éclabousse, non, nul n'est épargné. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. Enfants de la patrie, prenons le plus de drogue. La vie ne vaut d'être vécue, elle est mue dans les blogs. Les couteaux de Muren, la pine, c'est pas du qui de graine. Amis, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Amis, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Amis, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Benjamin Biolay, Le vol noir, un titre qui ne se trouve sur aucun de ses albums et que le chanteur avait créé après le bon score du Front National aux élections européennes de 2014. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Et nous sommes toujours en quête de politique jusqu'à 19h. Chaque samedi, nous nous penchons sur une idée, un mouvement, pour voir quelles en sont les résonances aujourd'hui. Et pour cette première émission, nous explorons le PSF, le Parti social français du colonel de la Rocque. Bon, est-ce que ce programme très vague, patchwork, fait de l'ancien combattant de la Rocque un fasciste? C'est tout l'objet de la longue polémique des historiens depuis plus de 20 ans. Alors, nous avons été voir Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cette période. On a beaucoup entendu Laurent Joly, avant la dernière présidentielle, tenter de rectifier les affabulations et les distorsions historiques d'un Zemmour, par exemple. Il revient pour nous sur la bombe Sternel, cet historien israélien qui, avec un autre historien, Robert Soucy, américain celui-là, prétend que le colonel de la Rocque était un grand fasciste français, incubateur de la Révolution nationale, des collaborateurs de 1940 à 44. Et oui, pour eux, la France républicaine, la patrie des droits de l'homme et de la Révolution, n'était pas immunisée contre le fascisme. Et devinez quoi ? C'est plus compliqué que ça. Laurent Joly. La polémique, elle vient du fait que on présente supposément ces spécialistes étrangers comme disant la vérité, et les historiens français, l'école des Vidocq, des Bernstein, l'école Sciences Po, traités comme des gens qui en fait ne veulent pas voir la vérité sur leur pays. Et du coup, chacun se fixe sur ses positions, et on en arrive à vouloir démontrer, ce qui est une aberration, qu'en fait le PSF est un parti républicain. Ce qui n'a pas vraiment de sens, parce que le PSF se dilue véritablement dans Vichy à partir de 1940, et donc s'adapte parfaitement, et se serait adapté si y avait eu un traité de paix avec l'Allemagne, si l'Allemagne avait durablement dominé l'Europe. Les troupes de la Rocque s'adaptaient au régime de Vichy, au thème essentiel de la Révolution nationale. Il se trouve que j'ai édité récemment une thèse remarquable sur la Légion française des combattants. La Légion française des combattants, c'est ce grand mouvement, substitut de parti unique,
qui a été créé derrière le maréchal Pétain, qui réunissait tous les mouvements anciens combattants. Et que montre ce travail de Anne-Sophie Anglaré? C'est que la Légion française des combattants s'appuie sur l'Union nationale des combattants, qui était le grand mouvement ancien combattant de droite, et le PSF, qui vont former les cadres d'un grand nombre de sections de la Légion française des combattants. Donc le PSF du colonel de Larocque s'adaptait parfaitement à une situation d'abandon de la démocratie, régime autoritaire, qui stigmatise les ennemis politiques, qui s'en prend naturalisé. Alors c'est vrai qu'avec Larocque, on a toujours des limites morales. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui se dit, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut ne pas faire ça? Et c'est vrai qu'en 1940, par exemple en octobre 1940, il va dire le statut des Juifs, c'est pas bien. S'en prendre naturaliser, ça suffit. Mais il était quand même prêt à dénaturaliser des milliers de Juifs qui étaient devenus français pendant les années 30. Il trouvait que ça, c'était bien. Donc voilà, on n'est pas dans quelqu'un qu'on peut présenter comme un parangon de républicanisme. Le colonel de Larocque se dédiabolise et se dit contre un régime de chef unique. Il rassure les démocrates. Mais, écoutez bien, il veut une France encadrée par des chefs, une France qui recèle dans son propre sein tous les éléments nécessaires au redressement de son régime, de son économie, de son équilibre intérieur. Elle peut, elle doit se dispenser du recours au despotisme d'un chef unique et absolu si, enfin, on lui permet d'engendrer des chefs. Si on encourage dans tous les milieux la formation de ces chefs. Si on ouvre à ceux-ci le champ des activités fécondes, au lieu de s'employer à obtenir des subsides, à niveler les caractères, à employer des soporifiques, des expédients. En fait, une société avec des chefs, c'est dirigé forcément de façon autoritaire par un chef. La mécanique de la dédiabolisation est limpide, mais le naturel est facilement perceptible. Les partis d'extrême droite, dans les démocraties, préfèrent fustiger la faiblesse intrinsèque de la démocratie que de dénoncer d'abord la violence des dictatures. Ils respectent et admirent au fond la puissance des régimes autoritaires avec des chefs donc, et c'est toujours vrai. Voilà par exemple ce que dit le colonel de Larocque des réfugiés qui fuyaient les régimes fascistes des années 30. Vous constaterez que s'il condamne le régime nazi, pour lui, le pire danger est ailleurs. Ça va vous rappeler quelques propos, quelques façons de voir les choses actuelles. Et c'est Franck Olivard qui prête sa voix au colonel de Larocque. Voici que le racisme hitlérien, combiné avec notre folle sensiblerie, nous condamne à héberger une foule grouillante et virulente d'outlaws que rien ne garantit. Et voici que parmi ces derniers, de nombreux îlots se constituent pour lesquels la persécution nazie n'est qu'une couverture d'espionnage et de conspiration. Agissons en entrant résolument dans la lice. Chassons les Français sur papier timbré pour qui l'assiette au beurre est le seul but et le seul idéal de vivre sur cette terre. Voilà pour les réfugiés. Et puis, il y a les francs-maçons, un classique de l'obsession pétainiste et de l'extrême droite en général. Didier Lesky nous rappelle ce que le colonel de Larocque disait des francs-maçons. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des identités de chaque courant nationaliste. Certains sont plus axés sur l'antisémitisme et d'autres, comme Larocque, sont plus axés sur les francs-maçons. Et du reste, lui-même a un texte assez net. Il dit « Vous ne pourrez régler la question juive », parce qu'il parle de question juive, vous ne pourrez régler la question juive que si d'abord vous réglez le problème de la franc-maçonnerie. Il y a dans la droite réactionnaire, contre-révolutionnaire, cette idée que les francs-maçons sont à l'origine de la Révolution française. On va même parler, pour certains d'entre eux, du juif marat. Et Larocque reprend cela à son compte. C'est-à-dire, d'abord, il y a ces francs-maçons, et avec cette reprise d'une parole terrible du maréchal Pétain. Maréchal Pétain disait un juif, au fond, c'est pas de sa faute s'il est juif, même si par ailleurs il faut le discriminer, mais un franc-maçon, c'est un choix intellectuel. Et donc Larocque est dans cette idée-là. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le vrai coupable de la décadence française, c'est le franc-maçon. Et bien évidemment, le franc-maçon amène à ce mot terrible qu'il va employer, qui est la purulence juive. Il y a des rapprochements à faire, des lignes à tirer entre le PSF, Parti social français, et l'extrême droite, Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Des procédés similaires à souligner. On va y venir juste après notre rubrique livre avec vous, Aurélie Marciro. Bonjour Aurélie. Bonjour Thomas. Vous lirez pour nous un livre politique que vous nous présenterez chaque semaine, un livre qui peut apporter un éclairage à notre sujet. Alors nous parlions du programme fourre-tout avec le PSF, l'occasion d'évoquer un autre militaire qui
qui s'est mêlé de politique, le général Boulanger, le premier populiste, dit-on. Le côté fourre-tout, c'est aussi l'une des caractéristiques de tous les populismes, Aurélie. Oui, l'historien Bertrand Joly, grand spécialiste de la Troisième République. Alors attention à ne pas confondre avec Laurent Joly que vous venez d'entendre et que vous entendrez encore dans la seconde partie de l'émission. Exactement, donc Bertrand Joly a consacré cette année une somme, 700 pages quand même, à cet épisode de l'histoire de France résumé souvent à une tentative de coup d'État raté menée par un général pas très malin. Alors le sujet ne fait pas l'objet de beaucoup d'études et pourtant il est très éclairant. L'historien donc ouvre son livre aux origines du populisme, l'histoire du boulangisme, par une question: pourquoi et comment un général séduisant et courageux, mais n'ayant que des états de service ordinaires, a-t-il pu acquérir une popularité exceptionnelle dans la France de la fin des années 1880 et s'en servir pour tenter de prendre le pouvoir en refusant obstinément de dire ce qu'il en ferait. Et l'épisode Boulanger, et surtout le danger pour la République, se résume finalement à quelques mois depuis le printemps 1888 jusqu'à janvier 1889. Oui, alors Boulanger, c'est le bon soldat, meneur d'hommes, grand séducteur, pas forcément très intelligent, menteur patenté, qui grâce à l'aide de Georges Clemenceau devient ministre de la guerre en 1886. Il profite de ses 16 mois au gouvernement pour se bâtir une popularité extraordinaire, notamment grâce à des discours revanchards et provocateurs face à l'Allemagne. Et il réussit à unir autour de lui, ce qui est hallucinant, Thomas, l'extrême gauche, la droite traditionnelle et les mécontents. Ses soutiens sont autant des anciens communards, des radicaux, des amis de Blanqui, que des nationalistes ou des bonapartistes. Et le tout, tiens, financé par qui? Des royalistes. Exactement. Alors au printemps 1888, il remporte des élections, mais la situation politique est extrêmement chaotique et les élections sont annulées. En janvier 1889, il emporte haut la main l'élection parisienne, est tenté de prendre le pouvoir, mais renonce, fuit pour éviter une arrestation et meurt en se suicidant sur la tombe de sa bien-aimée 2 ans plus tard. Ah oui, c'est beau ça. Et comment on explique cette fièvre boulangiste? Alors par une société qui fait face à une crise économique, une crise morale et des institutions qui rendent le peuple muet, selon Joly. Alors l'antiparlementarisme est très fort et les élus accusés d'être coupés de la nation. Bref, Thomas, un peuple fâché avec ses représentants et qui a envie d'une poigne, comme l'écrivent les journaux de l'époque. Alors au nom de cet antiparlementarisme, Boulanger arrive donc à coaliser des gens opposés sur presque tout. Lui ne dit rien, son programme est vide, il annonce juste un triptyque: dissolution, révision, constituante. Ce qui est quand même cocasse pour un antiparlementariste. Tout à fait. En fait, son message, c'est surtout: sortez les sortants et accordez-moi un chèque en blanc. La seule constante, parce qu'on ne sait même pas au fond si l'homme est républicain ou bonapartiste, c'est son patriotisme. Boulanger a porté la démagogie à son plus haut degré, esquissé ce que sera un parti de masse, et il demeure l'un des précurseurs du nationalisme en accompagnant le déplacement des thèmes nationaux de la gauche vers la droite. Et il lègue aussi au nationalisme, écrit l'auteur, je cite, le goût du tapage médiatique pour masquer sa faiblesse et son inaction. Donc c'est aux origines du populisme, histoire du boulangisme de Bertrand Joly, CNRS édition. Merci Aurélie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Thomas Legrand. Enquête de politique, si vous nous rejoignez, vous êtes sur France Inter et nous parlons du PSF et du colonel de la Roque et dans quelques minutes de la droite et de l'extrême droite de 2022. Et si vous nous rejoignez, c'est que vous avez loupé le début de ce premier numéro d'Enquête de politique. Mais c'est pas grave parce que vous pouvez nous podcaster via le site de Radio France ou via la page de l'émission sur le site de France Inter. Alors, que fait de la Roque pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et que font les membres du PSF? Et bon, ils sont largement pétainistes, beaucoup seront des collaborateurs actifs parce que la Révolution nationale, finalement, l'idéologie de la collaboration reprend nombre des idées du colonel de la Roque. Certains PSF seront quand même résistants par nationalisme. De la Roque lui-même essaiera d'être résistant tout en restant favorable au maréchal Pétain, ce qui s'avérera un peu acrobatique et en tout cas impraticable. Il livrera des renseignements quand même aux Anglais et sera même arrêté par les Allemands, mais jamais il n'aura voulu rejoindre la résistance gaulliste. Il considérait De Gaulle comme un traître, un déserteur, sous la coupe de la gauche et des francs-maçons. Mais devinez quoi? C'est plus compliqué que ça. Didier Lesky. Ce qui différencie la Roque de ceux qui sont des collaborateurs totaux, c'est le fait que malgré tout, il est complètement pétiniste avec cette idée que la France a une carte à jouer aux côtés de l'Allemagne, il ne peut pas complètement s'effacer. C'est-à-dire son nationalisme existe malgré tout. Et le reproche, pour bien comprendre de quoi il s'agit, que fait le colonel de la Roque à Jacques Doriot, c'est qu'il dit, bien évidemment, il est légitime d'aller sur le front de l'Est
pour aller se battre contre les bolcheviks qui sont le mal absolu, mais il faut le faire en uniforme français, pas en uniforme des SS ou de la Wehrmacht. Enfin, de la Roque résiste quand même. De la Roque, d'abord, il ne résiste pas au sens de résistance armée. Il ne résiste pas au sens où il n'a jamais appelé, par exemple, un gendarme à ne pas participer à une arrestation d'une famille juive. Il est arrêté. Jusqu'au bout, il dit que ce qu'il doit unir la population française, c'est la fidélité absolue au maréchal. Et du reste, il dira des préfets qui résistent, et on pense à Jean Moulin, que ce sont des dévoyés déserteurs. Et il dira de Gaulle, qui est parti, qu'il n'a pas respecté le commandement et qu'il a lui aussi déserté, et qui plus est, déserté à Londres pour s'entourer de camarilla israélites. C'est ça les mots qu'ils utilisent. Alors, quelle correspondance peut-on faire entre le larroquisme de 36 à 39 et le lepénisme d'aujourd'hui? Didier Lesky. Il y a dans la politique française aujourd'hui, enfin dans le spectre politique, un courant qui peut dire qu'il épouse la forme républicaine, mais qui, sur le fond, reste un courant, et je pense bien sûr à ce qui a été construit par Jean-Marie Le Pen et qui est aujourd'hui dirigé par sa fille, qui remet profondément en cause la philosophie héritée de la Révolution française, avec un discours qui est malgré tout un discours xénophobe, avec cette idée que le national s'oppose à l'universel, tout en utilisant bien sûr la question sociale pour essayer de contrer l'idée de l'universel. Et par exemple, quand Marine Le Pen se dit laïque et reprend l'idée de la laïcité, ça serait un peu comme quand Larroque se disait républicain ? Oui, parce que il y a, à travers l'utilisation du thème de la laïcité, tel qu'il est fait, quelque chose qui va à l'encontre de l'idée que chacun a le droit à la liberté de conscience et que cette liberté de conscience, elle a le droit de se manifester, en particulier à travers, par exemple, l'existence de lieux de culte. On peut dire qu'elle utilise la laïcité comme une arme de division, voilà, et pas avec un esprit de tolérance. Mais est-ce que c'est comparable à la manière dont Larroque pouvait le faire avec le mot république ou l'idée républicaine? Sans doute, au sens où il y avait cette idée que une partie de ceux qui pouvaient avoir certaines opinions ou avaient telle identité ne pouvaient pas naturellement être membres du corps social. On peut penser aux juifs ou aux communistes. Je suis attaché à la laïcité. Voilà, par conséquent, je défends la laïcité. Mais tous ceux qui veulent voir modifier la loi de 1905, qui veulent voir financer les mosquées par les contribuables, qui n'ont qu'à voter UMP. Tous ceux qui ne veulent pas doivent voter Front National. Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, lui fait carrément un parallèle entre la situation des droites, de toutes les droites, de la fin des années 30, avec la situation des droites, de toutes les droites d'aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'au sein de la droite, il y avait des rivalités. C'est en cela que c'est intéressant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il y avait au sein de les modérés, la droite classique, qui se radicalisait. Il y avait une certaine inquiétude par rapport au PSF. Il y avait un mouvement qui s'appelait la Fédération républicaine. La Fédération républicaine, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de LR aujourd'hui. Eux, c'était plutôt un parti de notables, la Fédération républicaine, et le PSF, le parti de Larroque, avait beaucoup plus d'adhérents. Mais dire que c'est le parti le plus puissant, comme je l'entends parfois, ça me paraît juste absurde. Est-ce que ça se traduit par des résultats aux élections ? Ça, on ne pourra jamais le savoir. Ce qui me frappe, c'est la facilité avec laquelle le PSF s'est effondré. Il n'y a rien après la guerre. Enfin, je me demande s'il n'y a pas une forme d'épouvantail historiographique lié à l'épouvantail politique qu'a été Larroque. Larroque, il est vraiment pour la gauche, l'extrême gauche de l'époque, il est l'épouvantail du fasciste français. C'est le fasciste français, on veut absolument démontrer qu'il est le grand fasciste français qui représente un grand danger. Je ne crois pas qu'il avait l'étoffe d'un grand fasciste français, Larroque. C'est un homme assez conservateur, pas très imaginatif, un peu timoré. C'est quelqu'un qui va avoir un verbe musclé et va toujours revenir un peu en arrière, sonder sa conscience. Donc c'est assez difficile d'imaginer que Larroque était susceptible d'incarner un grand leader fasciste en France. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au sein de la droite républicaine classique, la droite classique. Là, on voit que ce qui se passe à l'étranger a des effets. On voit qu'en 1930, Tétinger, qui est l'un des chefs d'une des principales ligues, Jeunesse Patriote, va créer un parti qui s'appelle le Parti républicain national et social, en réaction au parti nazi, qui commence à faire parler de lui
en Allemagne. On voit qu'au sein de la Fédération républicaine, qui est la droite modérée, créée au début du XXe siècle, on voit que des acteurs comme Philippe Henriot, comme Xavier Vallat prennent de l'importance. Donc on voit une radicalisation au sein de la droite classique, ce qu'on voit aujourd'hui chez LR, avec Bellamy, avec Ciotti. Donc vous voyez, ce sont des dynamiques. Et vouloir absolument isoler un fascisme français avec une cohérence doctrinale, on n'est pas en mesure là de voir qu'il y a effectivement une évolution qui était assez inquiétante. Et en ce sens-là, Vichy n'est absolument pas une parenthèse. Non, Vichy, c'est la victoire de la droite, d'union des droites, qui n'était pas possible dans le cadre républicain. C'est ça, Vichy. Donc il y a bien des tendances dans la vie politique française qui permettent à un régime autoritaire, qui renonce aux libertés publiques, à la République, de se mettre en place. Il y a beaucoup d'intellectuels, ça aussi on le voit aujourd'hui, des intellectuels qui rejoignent Jacques Doriot, Fabrelus, Drieux-La Rochelle, Jouvenel, voilà des noms un peu comme ça d'intellectuels connus de l'époque. Quand vous regardez la carte de l'Europe en 1938, la France est entourée de régimes fascistes, autoritaires, nationaux catholiques. Donc il y a dans notre espace politique français des gens qui disent nous aussi on doit s'adapter à ça. Et Vichy, fondamentalement, c'est ça. Il y a un ordre nouveau européen et la France doit s'adapter à cet ordre nouveau européen. Laurent Joly, historien au CNRS et à l'EHESS, pousse plus loin le parallèle. Moi, ce qui me frappe en regardant le surgissement de Zemmour, la crise de LR et cette place extrêmement incontournable de Le Pen, c'est qu'on revoit les équilibres des années 30. C'est-à-dire d'un côté une droite républicaine en crise et de l'autre côté vous avez des gens à l'extrême droite, l'Action française, en particulier qui dit mais ce Larocque, c'est que des mots, en fait il est un peu vasouilleux, il n'est pas très clair, c'est la défaite assurée. Et Zemmour est vraiment l'héritier de cette extrême droite-là. Donc Marine Le Pen est l'héritière de Larocque. Absolument. En termes de position, c'est absolument frappant. Le républicanisme autoritaire et social. Attrape tout. Et ce matin, j'ai écouté sur France Inter un membre du FN, et je retrouvais ce côté très attrape-tout. On va nous parler de social, de défense, des classes moyennes, du pouvoir d'achat. À la fois pour les syndicats et les corporations. Voilà, un discours attrape-tout, populiste, démagogique, qui est vraiment celui de Larocque et de Le Pen aujourd'hui. La stratégie qu'on adopte, c'est celle du gentil petit chat. On ne fait pas de vagues. C'est vraiment, quand vous entendez Larocque, c'est souvent de l'eau tiède. Aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est souvent de l'eau tiède. On se dit, tiens, ça paraît un peu comme ça. Donc cette stratégie, pour prendre le pouvoir, il faut inquiéter le moins possible les gens et rassurer le maximum, tout en ayant bien sûr il y a des signaux qui permettent de repérer qui sont à l'extrême droite. Voilà, une critique toujours systématique de l'individualisme mortifère, du droit de l'homisme. On retrouve un peu les mêmes mots. Et à l'extrême droite, des gens qui disent non, il faut être plus systématique, il faut être plus dur. Et en fait, Zemmour est vraiment le successeur de Maurras, de Drummond, c'est-à-dire d'une extrême droite nationaliste qui, et ça c'est vraiment ce qui différencie Larocque de ce type d'extrême droite-là, qui idéalise le passé. C'est quand même dingue. C'est quand il a annoncé, moi ça m'avait frappé, le vrai lancement de Zemmour, c'est l'interview à Valeurs Actuelles en août 2020. Il dit, moi mon programme politique, c'est de restaurer la France des années 60. Là on est vraiment dans quelque chose qui s'apparente au fascisme. On est dans l'idéalisation d'un passé qu'on veut restaurer de manière organique, en luttant contre des ennemis de l'intérieur, qui sont ceux qui ont dissous la nation, qui ont fait qu'on en est arrivé là. Et cette fixation antisémite à l'époque et raciste aujourd'hui. Et on voit les mêmes contournements. Larocque qui va nous dire, attention, moi, contre les juifs, je ne suis que contre les naturalisés, les étrangers de fraîche date, qui ne sont pas des vrais Français, mais ceux qui ont mérité, qui ont été anciens combattants, eux, on doit les accepter. Est-ce que ça en fait un grand républicain ? Non, c'est xénophobe, c'est raciste, mais pas autant que les autres. Aujourd'hui, j'entends ce matin ce député Rassemblement national qui nous demande un grand remplacement, c'est une théorie excessive, mais il suffit de se promener dans la rue pour voir qu'il y a un grand remplacement. Enfin, donc on retrouve les mêmes clivages entre des doctrinaires, c'est Drummond, c'est Maurras, c'est Zemmour aujourd'hui, et des gens qui sont des nationaux, qui se veulent plus pragmatiques, plus en phase avec la complexité du réel, et qui disent que de toute façon, si on veut prendre le pouvoir, on ne peut pas comme ça être systématique, être doctrinaire, ça nous coupe de la plupart des électeurs qu'on pourrait avoir.
Stratégie de dédiabolisation, programme fourre-tout qui permet de diluer et masquer un extrémisme certain et en tout cas une remise en cause des principes républicains et laïques. Panique stratégique de la droite classique et modérée qui pense pouvoir se refaire en se radicalisant et se faisant valide les thèses démagogues populistes. On reconnaît bien la mécanique. Utilisation d'un passé mythifié, dénonciation d'une modernité décadente et d'une perte des vraies valeurs nationales, dénonciation d'ennemis de l'intérieur et admiration à peine voilée des régimes autoritaires, enfin détestation de la démocratie libérale. En politique, il ne faut pas abuser des parallèles historiques, bien sûr, l'histoire ne repasse pas les plats, mais le passé nous éclaire. Et pour conclure ce premier épisode d'Enquête de politique, petit clin d'œil à Jean-Noël Jeannet, à qui j'emprunte un élément du générique de son émission sur France Culture Concordance des temps, une phrase de Marguerite Yourcenar qui dit parfaitement ce que sera l'objet de l'émission, de notre rendez-vous tous les samedis. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Pour aller plus loin, citons ces livres qui nous ont servi pour préparer cette émission. Zef Sternel et Didier Lesky, L'histoire refoulée, Larocque, Les croix de feu et la question du fascisme français aux éditions du Cerf. Serge Verstein et Jean-Paul Thomas, Le PSF, un parti de masse à droite au CNRS éditions. Citons aussi le dernier livre de Laurent Joly, La rafle du Veldiv, Paris juillet 42, chez Grasset. Vous retrouverez toutes ces références sur la page de l'émission sur le site de France Inter. Petit salut à l'ami Jean Lebrun, que vous retrouverez cette année, comme l'année dernière, chaque jour, dans le 13h de Bruno Duvic. C'est la fin de ce premier numéro d'Enquête de politique. L'émission est mise en onde par notre réalisateur Christophe Imbert. Les archives ont été dénichées par notre recherchiste acharné Franck Olivard. Programmation musicale Thierry Dupin. Et aujourd'hui à la technique, Vincent Désières. À samedi prochain.